bienvenue chez l'Art du fait maison. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire la première des vidéos à voir sur une série qui concerne la conserve, les choses fondamentales quand on veut se lancer dans la conserve. Et on va commencer par répondre à des questions comme pourquoi faire des conserves, quel est l'objectif derrière de faire des conserves, quelles sont les différentes méthodes qui existent et est-ce que peut-être une question aussi que beaucoup de gens se posent, est-ce que toutes les méthodes conviennent à tous les aliments? On va juste frôler le sujet des dangers et des nutriments parce que je pense que si je parle de série de vidéos, c'est que parce que c'est un sujet qui est tellement vaste où on peut en parler, je pense, une semaine. Alors, aujourd'hui, on va vraiment se limiter à ces questions-là et juste frôler deux, trois sujets qu'on va développer peut-être dans des vidéos propres à elles. Pourquoi faire des conserves? Quel est le but premier? Je dirais le premier but de faire une conserve est de prolonger la durée de vie ou la consommabilité d'un aliment. Par exemple, le simple fait de poser quelque chose déjà au frigo, c'est une manière de conserver plus longtemps un aliment frais qu'on peut consommer dans la semaine, par exemple. Donc, la réfrigération est déjà un moyen de conserver un aliment plus longtemps, mais ce n'est pas une conserve proprement dit. La durée de vie d'un aliment change selon la méthode de conservation qu'on choisit. Donc une réfrigération, c'est plutôt une très courte durée et une congélation est déjà plus longtemps. Et de faire une conserve, réaliser une conserve à proprement dit, sous haute pression par exemple, permet de garder un aliment déjà pendant plusieurs années. Mais on va regarder peut-être d'abord les raisons qui nous poussent à faire des conserves, parce que les raisons, il y en a des milliers, comme je dirais autant de grains de sable sur une plage. Il y a des raisons pourquoi on fait des conserves. Ayant aujourd'hui vraiment accès à de la nourriture presque 24 heures sur 24, tout le temps, c'est quand même une question qu'on peut se poser, pourquoi faire des conserves dans notre temps aujourd'hui. Les raisons qui nous ont poussés ou qui peuvent être des raisons pourquoi on fait des conserves, c'est d'une part, si on a par exemple un grand jardin comme nous, c'est qu'on a envie simplement de valoriser les légumes ou quand on a un surplus de légumes dans le jardin, de pouvoir l'utiliser, pas nécessairement toujours donner aux poules, même qu'eux, ils sont très heureux de recevoir des légumes frais. Mais quand même, moi, j'ai envie de faire des conserves aussi pour pouvoir profiter peut-être d'un légume dans les mois d'hiver où il ne pousse pas, typiquement de la tomate par exemple, ou des courgettes, etc. C'est un bon moyen de réaliser une conserve quand on a beaucoup de choses dans le jardin à faire. C'est aussi un moyen de conserver quand la nature est généreuse. Il y a des années où, par exemple, on a énormément de fruits sur des arbres et on sait que peut-être l'année suivante, ce n'est pas le cas. Alors, de pouvoir conserver des choses quand la nature est généreuse est précieux. Ça veut dire on a peut-être la réserve pour 2 ans, peut-être pour 3 ans, en attendant que la nature en donne de nouveau. Pour d'autres personnes, c'est par exemple des raisons financières. Je veux dire, de réaliser ses propres conserves on peut conserver un aliment pour des moindres coûts. Ça veut dire on n'a pas besoin d'aller acheter, on a moins besoin d'aller en magasin, donc moins de déplacements, moins de benzine, moins d'aliments chers à acheter parce que les prix aujourd'hui, on le constate tous, les prix augmentent constamment et c'est juste incroyable, quoi. Donc si on peut faire sa propre sauce tomate, on n'a plus besoin d'aller l'acheter, ça a quand même un impact aussi sur le budget à la fin de l'année. Une autre raison peut être d'avoir déjà un repas tout prêt quand on n'a peut-être pas beaucoup de temps d'en faire. Des fois, on est content de pouvoir ouvrir un bocal avec un chili con carne déjà tout prêt qu'on peut utiliser parce qu'on est pressé, on n'a pas le temps de cuisiner.
alors ça peut aussi être une raison de réaliser des conserves. Pour nous, c'était aussi important d'avoir par exemple la certitude de ce qu'il y a à l'intérieur de ce que je mange, ou de pouvoir choisir de ce que je mange est sain et n'a pas d'ajout chimique. C'est pour moi donc une valeur sûre de savoir qu'est-ce que j'ai mis dans ma conserve, que je vais cuisiner, avec quoi je m'alimente. Je trouve c'est important d'avoir une qualité de nourriture qui est bonne, et c'est pas toujours évident aujourd'hui de trouver ça. Ensuite, c'est aussi quelque chose où on peut être inventif, créatif. C'est très ludique, ça fait plaisir aussi de faire. C'est tout simplement, on peut faire les conserves aussi pour le plaisir. Et pour moi, je pense que toutes ces raisons sont réunies en un. Et c'est juste incroyable. Et j'adore quand mon mari goûte ce que j'ai cuisiné, ou vice-versa. Je pense on est les deux toujours curieux de découvrir des nouveautés, des nouveaux goûts, des nouvelles choses qui chatouillent nos papilles, des couleurs dans nos assiettes. C'est juste incroyable. Et voilà, ça fait simplement plaisir aussi. Et vous, je ne sais pas, peut-être vous avez d'autres raisons pourquoi vous faites des conserves, ou vous aimeriez vous lancer dans les conserves. Faites-nous savoir dans les commentaires quelles peuvent être vos raisons de faire des conserves, ça nous ferait plaisir. Il y a beaucoup de personnes des fois qui disent oui, mais manger des conserves c'est pas bon pour la santé, il n'y a plus de vitamines à l'intérieur, etc. Alors j'ai envie de répondre oui et non. Ça dépend tout à fait de la méthode de conservation qu'on a choisie. Ça dépend si on cuit un aliment, ça dépend de la température et de la durée à laquelle mon aliment a été exposé à ces températures. Donc il y a vraiment beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Si des vitamines sont préservées, s'il y a la quantité de vitamines qu'on retrouve finalement dans son aliment. Une chose est sûre, du moment où un fruit ou un légume est cueilli, il perd tous les jours ou tous les heures presque en valeur nutritive. Donc ça, c'est évident et on ne peut rien y faire. Donc l'exposition à la lumière, à l'air libre, la durée dans laquelle c'est stocké, la température à laquelle c'est stocké, etc. Tout ça, c'est des choses qui influencent la teneur en vitamines dans un aliment. Donc si même on va acheter un aliment dans un magasin, un légume, prenons l'exemple d'un légume, on va acheter un légume dans l'étalage, il a déjà été cueilli en amont, il a fait un temps de stockage avant d'être acheminé au magasin, vous l'avez acheté un jour J, il va peut-être faire encore 2-3 jours dans votre frigo ou bien dans votre maison avant d'être transformé, avant d'être cuisiné. À la fin, vous n'avez plus beaucoup de vitamines dedans non plus. Donc, c'est une perte constante qui se fait naturellement et on ne peut rien y faire. Une chose est sûre, pour une alimentation équilibrée et riche en vitamines, il est important et primordial de consommer des fruits et des légumes le plus frais possible et crus aussi, pas seulement des choses cuites. Donc ça, c'est un fondement de l'alimentation qu'on devrait avoir. Et si vous pouvez aller par exemple au marché local, etc., donc c'est là où vous aurez peut-être des légumes et des fruits le plus frais possible. Et j'encourage alors vraiment à cette consommation locale aussi. Parce que même si on achète, je ne sais pas, des bananes qui viennent du fin fond du Panama, alors j'adore aussi la banane, c'est pas grave si on en mange une fois, mais on ne peut pas se nourrir exclusivement de bananes qui viennent du fin fond de je ne sais pas quoi, et attendre qu'on ait encore beaucoup de vitamines là-dedans. Après, ça dépend aussi de la vitamine en elle-même, il en existe une panoplie, il y en a de ceux qui sont beaucoup plus sensibles à tout ça et d'autres moins sensibles, mais je crois que le thème des vitamines ou des nutriments en général, c'est une vidéo en elle-même parce que c'est un sujet très très intéressant que j'adore, moi qui ai du métier de la santé, j'adore ces sujets-là, mais je pense que je vais peut-être vous faire une vidéo à part pour être plus complet et plus concret.
Ceci va nous amener à la prochaine question sur quelles sont les méthodes de conservation qui existent et surtout, est-ce que toutes les méthodes sont adaptées à tous les aliments? Alors parlons d'abord peut-être des méthodes de conservation qui existent ou allons faire les choses un peu en parallèle. Donc l'homme, depuis la nuit des temps, essaye de conserver des aliments. À l'époque, on n'avait pas accès à un magasin comme ça où on pouvait aller peut-être acheter à tout moment tout ce qu'on voulait, tout ce qu'on avait envie. Donc, de conserver ou préserver des aliments était vraiment quelque chose de primordial. Donc, ce n'est pas une chose qui a été inventée aujourd'hui. Simplement, les raisons ont peut-être un tout petit peu changé aujourd'hui. Pourquoi on fait des conserves? Les méthodes, ils ont évolué, je dirais aussi, avec le temps. On avait d'abord des méthodes tout simples et ils se sont, au fur et à mesure, l'avancée de la technologie, des sciences, des recherches qu'on a faites, etc. Les méthodes ont beaucoup changé, beaucoup évolué avec le temps. Voilà. Mais rien pour autant qu'on utilise quand même encore des vieilles méthodes comme tout par exemple le séchage des aliments, qui est quelque chose de très simple, qui est adapté pour des herbes aromatiques, pour des fruits et des légumes, pour la viande même. C'est des méthodes donc, qui ont été déjà utilisées dans la préhistoire, on pourrait dire ça comme ça. Le séchage consiste tout simplement à l'époque, c'était peut-être poser les fruits et légumes en plein soleil ou à un endroit bien aéré pour permettre l'eau qui est à l'intérieur de l'aliment de s'évaporer. Et quand il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de processus de pourriture qui peut se mettre en route parce que pour pourrir, on a besoin de l'humidité, des bactéries ou des champignons, etc. La vie a besoin de l'eau pour pouvoir vivre. Donc, si on enlève l'eau dans les aliments, on a une méthode de conservation. On a trouvé un moyen de préserver les aliments. Donc, je sèche par exemple aussi des champignons comme ça. C'est un moyen super quand vous allez à la cueillette de sécher les champignons que vous avez cueillis, les herbes aromatiques pour pouvoir assaisonner vos plats, pour pouvoir utiliser dans la cuisine, de donner un peu d'été dans vos papilles durant les mois d'hiver quand il n'y a plus d'herbes fraîches. Un élément qui était peut-être aussi souvent associé au séchage, par exemple pour la viande ou bien pour le poisson, c'est le fumage. De fumer, sécher, fumer. Après est venue aussi la méthode de salage. Donc après, on a un peu joué avec cette méthode. Par exemple, la viande, on l'a salée, on l'a séchée, on l'a fumée, un peu en parallèle. Le poisson, peut-être simplement le saler et puis le fumer par la suite. De faire un bon saumon fumé, par exemple, c'est extraordinaire. C'est des méthodes tout simples. 3 petites choses, séchage, salage, fumage, qui sont déjà des méthodes sûres et puis qui préservent bien les aliments. Avec l'arrivée du sel sur le marché, on a aussi commencé à conserver les aliments dans le sel, notamment la viande, le poisson, le fromage, de vraiment mettre les choses en sel. Le sel empêche les bactéries en fait de se développer, donc préserve les aliments, en plus tire de l'eau, ça c'est aussi une chose. C'est une méthode encore utilisée aujourd'hui. Si vous connaissez par exemple, on est au Portugal, tout le monde connaît le fameux bacalhau, qui est rien d'autre que le cabillaud pêché en mer. Et le temps que les pêcheurs y reviennent ici, il fallait bien trouver un moyen de préserver ce poisson. Alors il a été mis en sel et vous le trouvez encore aujourd'hui comme ça dans les étalages où ils n'ont plus besoin d'être réfrigérés. En fait, ils peuvent être tout simplement dans le sel, conservés comme ça. Bien sûr, après, avant de consommer, il faut bien dessaler ce poisson parce que sinon c'est immangeable, ça c'est sûr. Après le sel, on a aussi les conserves dans le sucre, ça,
avec l'arrivée du sucre, on a aussi commencé surtout à conserver les fruits dans le sucre, faire des confitures, la méthode la plus simple, quelque chose de très simple, de conserver des fruits en sirop de sucre, etc. Donc le sucre est aussi un conservateur. Aujourd'hui même, devient assez créatif où on réalise donc des conserves aigres douces, salées sucrées, hein, même avec des légumes. On peut vraiment jouer avec ça, mais le sucre est aussi un très très bon conservateur. Pour des questions d'être complet, je ne serai jamais complet, je ne vais jamais pouvoir vous énumérer toutes les méthodes, mais je dirais dans les méthodes simples de conservation, j'ajouterai encore la conserve dans le vinaigre, hein, faire des pickles ou bien conserver des œufs. On a fait une super vidéo à ce sujet. Vous trouvez plein de recettes aussi sur notre chaîne. Donc là, je vous laisse aller à la découverte des petites recettes pour toutes ces méthodes de conservation. Donc dans le vinaigre, dans la graisse aussi, ça j'en ai moins fait, je n'ai jamais fait, mais je vais quand même le mentionner, de faire par exemple des confits de viande, hein, de préserver la viande dans la graisse, était une méthode, et j'ajouterai encore la lactofermentation. Ça c'est quelque chose aussi qui est extraordinaire, parce que, et là j'ai un petit scoop pour vous, c'est la méthode qui multiplie, qui booste, ou une des seules méthodes qui multiplie, qui booste les valeurs nutritives, les vitamines dans, votre aliment que vous fermentez. La lactofermentation donc, consiste tout simplement d'ajouter du sel à un légume, à un fruit, à n'importe quoi. On peut lactofermenter, je crois, quasi tout. Il y en a même qui s'expérimentent à lactofermenter de la viande, du poisson, etc. J'ai jamais fait ça. On fait surtout les légumes, nous, associant des fois des fruits, parce que ça donne des goûts très intéressants. Vous connaissez tous la fameuse choucroute, hein, qui est une lactofermentation très très basique. Donc là aussi, on a une super vidéo pour faire votre choucroute. C'est succulent, je vous encourage. C'est une lactofermentation très simple. Donc on ajoute en principe du sel à un aliment. On peut ajouter encore de l'eau si c'est nécessaire. Si le légume en lui-même ne fait pas suffisamment d'eau, on peut rajouter de l'eau ou pas. Et on laisse fermenter ça pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines. Et ça développe donc vraiment les vitamines, ça booste tous les nutriments et notamment la vitamine C, hein, elle est multipliée. La vitamine C dans une choucroute comme ça, naturelle, c'est juste extraordinaire pour l'hiver. C'est aussi une méthode que les marins avaient utilisée, donc fermenter les choux sur les bateaux. Hein. C'était après le scorbut, hein, qui était quasi éradiqué, hein, parce que scorbut qui est maladie, manque de vitamine C. Donc ça a sauvé un tout petit peu le monde marin de cette maladie. Maintenant, toutes ces méthodes sont relativement simples et simples à faire, ne nécessitent pas un grand investissement en matériel, peut-être quelques bocaux si on n'a pas des bocaux de récup, etc. ou si on n'a pas envie d'utiliser des bocaux de récup. Encore un autre thème, quel bocaux choisir. Ces méthodes-là nécessitent simplement un peu de savoir-faire et un tout petit peu de matériel quand même, un minimum, je dirais. Maintenant, l'histoire a voulu qu'il fallait trouver d'autres méthodes de conservation pour augmenter la durée. Parce que là, je ne veux pas vous faire un cours d'histoire, mais on doit quand même parler un tout petit peu de la guerre napoléonienne qui a joué un grand rôle en fait dans l'avancée de la conserve, de l'histoire de la conserve. Il arrivait quand même, quand les soldats étaient sur le front, il arrivait régulièrement qu'ils mouraient, qu'ils venaient malades, qu'ils mouraient qui développaient des intoxications alimentaires, et un soldat malade n'est pas efficace et immobilise du monde pour pouvoir en prendre soin. Donc Napoléon, il a dit: allez, je vais mettre un prix très intéressant à disposition pour celui
j'offre un prix à celui qui trouve une méthode de conserver les aliments, donc ce qui était cuisiné jusqu'à ce que ça soit acheminé sur le front, que l'aliment ne rend plus malade les soldats. Donc, d'augmenter cette durée de conservation considérablement pour être plus efficace en guerre. C'est en 1809, 1810, dans ces alentours-là, que c'est un monsieur Nicolas Appert qui a remporté ce prix-là en développant la méthode de l'apertisation. Qu'est-ce que c'est l'apertisation? Aujourd'hui, on ne connaît plus cette méthode sous ce nom-là. On la connaît plutôt sous la méthode de pasteurisation, mais j'y reviens. Lui, il a tout simplement mis au point cette méthode. L'aliment cuit, ou le repas cuit, était mis dans un récipient en verre, scellé avec un bouchon en liège, attaché par des fils de fer et encore une fois scellé par de la cire. Et tout ça a été immergé dans de l'eau bouillante pendant un certain temps. Et les aliments se conservaient tout d'un coup beaucoup mieux. Les gens venaient moins malades, quasi plus, des fois encore un peu, mais c'était vraiment une méthode extraordinaire et révolutionnaire pour cette époque-là. C'est seulement plus tard, en 1965, je crois que Louis Pasteur, il a déposé son brevet pour la pasteurisation. Tout simplement, la différence, c'est que Nicolas Appert, il n'avait pas d'explication scientifique à ce phénomène. Il ne savait pas trop pourquoi ça marchait, il savait juste que ça marchait. Et Louis Pasteur, beaucoup plus tard, a pu expliquer scientifiquement qu'est-ce qui se passait, etc. Et a su dire, il suffit en fait de 72 degrés pendant 3 minutes, l'aliment chauffé, donc pendant 3 minutes suffit pour être pasteurisé. Pour tuer la plupart des germes pathogènes. Attention, ça ne tue pas les bactéries ou des spores des bactéries qui peuvent nous rendre malades. Revenons à ça plus tard. Donc, aujourd'hui, cette méthode est encore beaucoup utilisée, par exemple, pour le lait ou pour la fabrication de fromage, etc. On pasteurise pour tuer la plupart des germes pathogènes dans les aliments. Alors, malgré cette méthode, il y a la boîte de conserve qui a émergé, etc. Il y a des choses qui sont venues et on a quand même trouvé que parfois, il y a quand même des choses, malgré cette pasteurisation, il y a quand même des mauvaises bactéries qui se développent. Il y a des boîtes de conserve ou des aliments qui se gâchaient, etc. Alors, avec de fil en aiguille est arrivé en 1875, voilà, je vous donne la bonne date. L'autoclave a été inventée et l'autoclave consistait tout simplement à chauffer un aliment dans une conserve à 121 degrés pendant 3 minutes et là on a remarqué que ça tuait alors même les toxines ou bien même les bactéries qui font des spores ou les spores des bactéries qui nous rendent potentiellement malades. Ça suffisait pour avoir des conserves qui sont sûres au niveau sécurité alimentaire. Maintenant, aujourd'hui, cette méthode sous haute pression est surtout utilisée pour des aliments comme la viande, les conserves de poisson, tous les aliments qui sont plutôt alcalins, qui ont un pH supérieur à, je dirais, 4,6. La pasteurisation ou la stérilisation en bain-marie, je dirais ça comme ça, est une méthode. Donc, on est quand même dans des températures inférieures à 100 degrés sur une durée plus longtemps. Cette méthode-là, elle convient à des aliments plutôt acides, des fruits, notamment quasi tous les fruits, et la tomate aussi, qui est botaniquement parlant aussi un fruit, mais souvent dans notre jargon on l'utilise comme légume, on dit que c'est un légume.
Alors, la tomate, donc le sel des légumes, entre guillemets, qui est acide, qui a un pH entre, dans les alentours des 4,6 ou plus bas encore. Ça, c'est des choses qu'on peut donc stériliser en bain-marie, pasteuriser, qui est une méthode plus simple. Et tous les légumes, tous les autres légumes, ou la plupart des autres légumes, à ma connaissance, ils sont plutôt alcalins, donc ont un pH plus haut que ce 4,6. Donc, pas suffisamment acide, je devrais dire, pour dire juste, pour éviter justement le développement de ce fameux botulisme. La stérilisation en autoclave donc permet en fait d'exclure cette fameuse toxine qui est créée par la bactérie qui crée le botulisme. Maintenant, le botulisme, c'est tout un sujet que j'aimerais vraiment en dédier une vidéo en elle-même parce que c'est quand même 2-3 choses à savoir quand on fait de la conserve. Je dirais que ici, j'aimerais juste dire que voilà, c'est la méthode la plus sûre pour au niveau sécurité alimentaire. La stérilisation en autoclave tue donc les spores de ce fameux botulisme, de cette bactérie qui crée le botulisme. Le botulisme, c'est la maladie. Et c'est pour ça, tout ce qui est viande, poisson, légumes qui sont, à part la tomate, doivent être procédés en autoclave si on veut exclure ce risque-là. Maintenant, le botulisme, c'est quelque chose de rare, mais c'est quand même encore quelques cas chaque année en France, en Allemagne, etc., un peu partout dans le monde, qu'on doit quand même en savoir quelque chose dessus et puis prendre au sérieux surtout, ça c'est important. Maintenant, pour des questions d'être complet, on va peut-être juste mentionner aussi la réfrigération, la congélation. Ça, plus tard, hein, c'est arrivé donc qu'on a remarqué quand on met des choses, quand on réfrigère les choses, les aliments se gardent un peu plus longtemps. Quand on congèle, ça se garde encore plus longtemps. Tout ça, c'est des durées quand même déterminées. Hein. Je veux dire, quelque chose qu'on garde au frigo n'est pas la même conservation que quelque chose qu'on a stérilisé sous haute pression, ça c'est clair. Aujourd'hui, on a même encore des méthodes que j'aimerais juste mentionner. On a accès à des appareils de lyophilisation. Hein. Je veux dire, il y a beaucoup de personnes qui achètent ces appareils qui sont assez gourmands en énergie, hein, à mon avis. Mais si on a vraiment beaucoup de choses à transformer, c'est une possibilité aussi. Et elle est plus si inaccessible aujourd'hui pour les gens. Voilà, je pense on a fait un peu le tour des questions. J'ai beaucoup parlé. J'espère que c'était quand même intéressant, que vous avez appris quelque chose. Mais je pensais que c'était des choses qu'il fallait une fois dire, qu'il fallait une fois savoir. Quand on se lance dans la conserve, je trouve toujours intéressant d'avoir aussi un tout petit aspect d'histoire, comment ça s'est passé, etc. Et comme promis, donc il y a des autres vidéos qui vont suivre sur le botulisme, sur peut-être approfondir certaines méthodes aussi, hein, pas seulement les montrer à travers des recettes, mais peut-être approfondir les méthodes aussi, sur les vitamines, je ne sais pas si j'ai déjà dit, d'autres thèmes sur les bases de la conserve, qu'est-ce qu'il faut faire pour bien réussir ces conserves, etc. Donc c'est vraiment un sujet qui est tellement vaste où j'aimerais vraiment vous donner des vidéos de qualité avec des informations qui sont aussi fondées, hein, pas seulement inventées par moi. Non, c'est pas moi ça. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous n'avez pas une tête comme ça grande. J'aimerais vous souhaiter une toute bonne semaine. Quand la vidéo va sortir, moi, je vais être en Suisse quelques jours, profiter de mes fils. Alors, je vous dis à tout bientôt et puis bonne semaine.